Bonjour, Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon. Vous regardez Brakissa Rencontre. Ancien footballeur de son état, la soixantaine bien entamée, Patrice Neveu est toujours aussi amoureux des expériences à l'étranger. Depuis mai 2019, il est à la tête de la sélection des Panthères du Gabon. Rencontre avec Patrice Neveu, c'est maintenant. Bonjour Patrice. Bonjour Brakissa. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors, depuis fin mai 2019, tu es le nouveau sélectionneur donc, des Panthères du Gabon. Neveu qui succède à cousin, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Je vais tout faire pour... C'est un jeu de mots tout simplement, mais je dirais que ça va être surtout place au terrain d'entrée et des mises en place importantes. Et que c'est bien sûr la succession de Daniel qui avait remplacé Camacho. Plus sérieusement, effectivement, dans quel état d'esprit as-tu accepté ce poste ? Je suis sur le continent africain depuis de nombreuses années. J'avais terminé une mission en Haïti et j'étais à la recherche d'un nouveau challenge. Avec beaucoup de motivation, j'ai déposé ma candidature avec un projet. Et bien sûr que c'est avec beaucoup de motivation et détermination que je m'engage dans ce projet sur un pays qui pour moi a un fort potentiel footballistique, qui a beaucoup de joueurs qui évoluent à un bon niveau en Europe. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas toujours été, ils n'ont pas toujours, comme toute nation, ça peut arriver, pas toujours eu des résultats positifs, donc il va falloir reprendre les choses, je dirais, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'exemplarité. Alors souvent, lorsque les sélectionneurs donc, prennent en main justement un pays, ils ont des exigences. Et quelles ont été les tiennes ? Moi, les miennes, c'est d'avoir suffisamment de moyens à ma disposition pour pouvoir travailler. À savoir un staff. Ouais. Donc je serai sur place avec un préparateur physique qui va me permettre aussi dans l'accomplissement de ma mission de travailler aussi sur le football local, de redonner une dynamique au championnat qui pour l'instant est un peu en stand-by. D'accord. Et puis un peu sur le football global dans le pays. Oui, tout à fait. Et c'est très important pour moi d'avoir à côté de moi, je dirais, un spécialiste en préparation physique. Aujourd'hui, le football est devenu une telle science qu'on ne peut plus. Autrefois, l'entraîneur faisait un petit peu, le sélectionneur faisait un petit peu tout. Aujourd'hui, il y a des missions bien précises pour chacun. Donc le préparateur physique sera avec moi sur place, moi je résiderai sur place. Donc ça aussi c'est bien pour moi de m'imprégner, je dirais, de cette jeunesse du pays et d'essayer aussi de leur donner la possibilité pour les meilleurs d'aller en Europe pour continuer et en faire leur métier. J'aurai avec moi aussi un staff médical conséquent, intéressant. J'ai 2 ostéopathes, des vacataires qui viendront avec moi à chaque rassemblement. D'accord. Un staff médical, un entraîneur de gardien de but qui fait partie de mon staff, Yannick Kennel, qui a l'habitude de travailler avec moi. Donc, fort de ces garanties, je dirais que je me suis normalement engagé, dans la mesure où tout est... Bon, il y aura toujours des petites choses à régler, mais globalement, je dirais que le projet est carré, quoi. D'accord, bien ficelé. Au-delà des résultats, qu'est-ce que tu comptes apporter à cette équipe ? Je pense que pour atteindre les résultats, et justement, il faut que j'arrive à, sans doute, sans revenir encore une fois sur ce que mes prédécesseurs ont pu faire. M. Camacho, qu'on ne présente plus, qui a entraîné l'Espagne, ne vivait pas obligatoirement sur place. Daniel avait pris en cours un petit peu sur la fin. Donc moi, j'ai quand même, c'est ma 5e sélection. J'ai humblement modestement, mais quand même de belles connaissances du continent africain, de la culture, des côtés, de tous les côtés positifs de ce qu'une sélection peut apporter à un grand joueur, même à Pierre-Emerick, et puis un petit peu
des quelques difficultés aussi que ça peut quelquefois leur engranger. Mais globalement, je pense qu'il faut que j'arrive à, moi, en tout cas, à redonner un état d'esprit. Et puis, venir en sélection, c'est avant tout un plaisir, un honneur de porter le maillot. Et que derrière ça, ça n'empêche pas, je dirais, d'avoir une certaine rigueur dans le travail. La touche neveu, alors, ce sera quoi? Quelle est-elle? Quelle est-elle? Je pense qu'avec humilité, parce qu'il faut toujours rester humble dans le métier, je pense que notamment en Guinée, où j'avais une équipe, comme vous le savez, avec Pascal Fendouno, Fodé Mansaré, Kaba Diawara, Diambo Baldé, des gars qui étaient professionnels, mais on avait aussi, comment dirais-je, à l'intérieur de l'équipe, un plaisir de se retrouver et une joie de partager, de vivre les émotions et de les partager. Avant les matchs, il y avait du sérieux. Après les matchs, il y avait aussi une belle complicité. Bon, je suis un petit peu, je dirais, avec un petit peu comme Bruno Metsu qui aimait être avec ses joueurs, avec les fins de match. Moi, je ne me prive pas, je dirais, de ces bons moments au cœur de l'équipe. Vous sortez ensemble, vous fêtez les victoires. Enfin, je ne l'ai jamais fait au Gabon, mais ça n'empêchera pas les soirs de victoire, ou autre, d'être tout près de mes joueurs. Comment on fait alors pour avoir un peu ce tempérament, c'est-à-dire sévère quand il faut, et après côté un peu plus décontracte quand ça le permet? C'est un peu... je pense que, comme tu le sais, un respect, ça se dégage naturellement. Il ne faut surtout pas se forcer. Comment dirais-je, l'entraînement, c'est l'entraînement. Il y a des règles qui sont établies que je mets en place en tout début de prise de fonction, d'ailleurs, ce que je vais faire. Respecter les horaires, le style de jeu aussi, de le mettre en place, d'avoir une identité de jeu et aussi une identité de pensée. On doit penser, je dirais, sous le même football. J'en veux pour dire que quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Et tout le monde doit se conférer à répondre à mes attentes de ce côté-là. Une fois le match fait, et il est temps aussi de partager des grands moments, quoi. Des grandes décisions seront-elles prises au sein de la sélection? Je prendrai les décisions qu'il faut dans l'intérêt de la nation, uniquement, quoi. Alors bien évidemment, j'ai bien conscience que peut-être au début, ça risque peut-être de chambouler un peu. Oui, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier aussi. On ne le fait pas, je dirais, pour plaire à tout le monde, on le fait pour tirer le pays vers le haut et vers la réussite. Donc, s'il le faut, il y aura des grandes décisions qui seront prises. Tout à fait. Tu n'hésiteras pas? Absolument pas. Ok. Vous êtes prévenus. Alors, votre prédécesseur, Daniel Cousin, il a vécu un bras de fer aussi, financier, au sein même de la Fédération gabonaise de football. Est-ce que tu dirais que malheureusement, c'est un problème récurrent qui arrive avec tes expériences, j'entends, en Afrique, donc tout ce qui a trait au versement de salaire. Et donc, comment tu expliques cela? Comment dirais-je, chaque pays a ses particularités. Aujourd'hui, on est en France, on sait qu'il y a un fonctionnement assez carré dans les règlements, dans tout ça, parce que derrière, il y a les syndicats, si c'est pas payé, il y a toute une réglementation. La beauté de l'Afrique, c'est aussi son côté un petit peu, on va dire, parfois... Authentique, ok. Et puis, on n'est pas réglé non plus comme on l'est parfois, nous, en Europe, ce qui nous permet d'avoir une certaine liberté dans la vie, dans le fonctionnement. Par contre, sur le terrain, on doit être totalement carré. Après, sur les règlements, il y a une lourdeur parfois au niveau des ministères qui fait que les paiements tardent. Ça m'est arrivé, je dirais, beaucoup de fois. Mais je dirais que j'ai toujours, des fois j'ai eu des retards de 3-4 mois, mais j'ai toujours réussi à avoir mes salaires, parce que après il faut
faut pas juger, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment, et surtout essayer de trouver la solution. D'accord. C'est ni plus ni moins que si tu arrives à l'entraînement et qu'il te manque 3 ballons, il faut pas pleurer tes 3 ballons, il faut lancer l'entraînement et démarrer comme ça et avoir le résultat. Donc, s'il n'y a pas de salaire... personnellement, dans ce cas-là, au Gabon, tu as des garanties quand même, cette fois-ci? Oui, bien sûr. J'ai un contrat qui est signé par l'État, l'État, ma fédération. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des soucis. Je dirais que c'est un pays souverain et qui a un président de la République, en plus, qui adore le football. Alors, quelle expérience tires-tu de tes postes d'entraîneur et de sélectionneur sur le continent? C'est, comment dirais-je... J'ai la chance, je dirais, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Comment dirais-je, la personne en tant que Patrice, ça m'a énormément, je dirais, fait évoluer, énormément fait grandir. J'aurais fait ma carrière en France, je n'aurais pas aujourd'hui. Ça aurait été différent, tu penses? Je serais différent, oui. Et puis, comme tu le sais, d'avoir pu rencontrer, je dirais, vivre dans différentes cultures, c'est une richesse ça enrichit forcément, humaine qui fait toute la beauté, je dirais, d'une vie, quoi. Donc ça, c'est un grand bonheur pour moi, je dirais, d'être dans ce parcours et de pouvoir le continuer. Très bien. Patrice, il est l'heure de la question polémique. Alors la voici. En ce moment, on entend par-ci et par-là de vives polémiques concernant les sorciers blancs contre coachs locaux. Quel est ton avis sur la question? On va rester sincère comme ça l'oblige. Parler de Belmami, Belmami, c'est bien sûr que c'est un franco-algérien, qui a, comment dirais-je... Mais il y en a d'autres, hein. Non, mais qui a appris, je dirais, le métier comme Florent Mbengue. Flo, il est de ma promotion, c'est un franco-congolais. Il faut dire, quand même reconnaître que la France... Alou Cissé aussi, Sénégal. Alou Cissé, que la France a une des meilleures écoles pour former ses entraîneurs. Après, que ce soit un blanc ou comment dirais-je, un homme de couleur, moi j'y vois pas de différence au niveau de l'intelligence, de la maîtrise du groupe et du savoir-faire. Après, je pense que la petite difficulté que rencontre ponctuellement l'Afrique par rapport à ses entraîneurs, c'est au niveau de la formation. La formation qui est donnée en Allemagne, en Angleterre et en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour devenir entraîneur du niveau de Belmami ou autre, c'est pratiquement 7-8 ans de grosses études, quoi. Alors bien évidemment que les Africains sur place n'ont pas obligatoirement cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le talent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le talent. Mais après, moi, je rentre pas trop dans cette polémique. Dans cette polémique, non, parce que c'est pas une histoire du tout une histoire de couleur. C'est juste une histoire de compétence. Bien sûr qu'Alou Cissé est compétent, Belmami est compétent, Florent est compétent. Mais après, où on a un petit peu on manque un petit peu de lucidité, c'est où ont-ils été formés, d'où ils viennent. Alors après, il y a Zawi qui avait une formation en Europe, mais après, c'est vraiment difficile de trouver. Zawi, nouveau sélectionneur de la Centrafrique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est pas évident d'atteindre le très très haut niveau en restant sur l'Afrique. Ils ont lancé une session dernièrement là, pour les 5-6 entraîneurs qui se détachaient, qui se forment sur le Maroc. Mais c'est uniquement une question comme je dis, une question de formation, mais en aucun cas, il ne faut pas faire le complexe de couleur de peau, non, absolument d'origine. Pas du tout. On veut savoir, donc, quelle est la méthode Neveu? Là, c'est pas la touche, c'est la méthode. Je suis d'accord. Je pense, mais bon, encore une fois, en restant humble et modeste, toujours. S'il y a une chose que je connais bien dans la vie, c'est le football. J'adore la musique, mais je suis pas un grand connaisseur. Mais le football, j'ai l'œil. Alors, lorsque j'arrive comme ça, que ce soit à Oria ou à Haïti, on s'est qualifié pour la Copa América Centenario. Rapidement, j'arrive à percevoir les plus et les moins. Et étant un compétiteur, j'articule tout sur le résultat. Et après, c'est aussi
en travaillant avec mes joueurs humainement, en essayant, je dirais, en les galvanisant, en leur démontrant notamment en Mauritanie que pour moi, c'était des jeunes joueurs qui étaient un petit peu complexés au début, donc il a fallu lâcher tout ça, mais c'est surtout, comment dirais-je, à force de communication et d'échange avec mes joueurs. Et bon, quand tu arrives et que tu n'as pas beaucoup de temps, il faut aller à l'essentiel, mais c'est toujours certes, il y a des qualités footballistiques, mais c'est surtout l'humain qui joue. Comment est-ce que tu fais pour gérer justement ces joueurs qui ont du caractère à ton tour? Le football, ça reste le sport de tout le monde, que tu sois une grande star ou un joueur un peu moins dans le star system, le respect, il est pour tout le monde. Alors après, les forts caractères, eh ben, je pense qu'ils s'animent sur le terrain, ils se mettent en place sur le terrain, mais j'ai jamais eu vraiment de confrontation. Vraiment de gros soucis. Bien évidemment que après, au Gabon, je vais arriver, je me doute que les joueurs vont m'observer, mais moi aussi je vais les observer tranquillement. Et puis, comme on est là pour la même cause, plus le gars. En fait, le mauvais caractère pourrait être gênant, je dirais, dans l'indiscipline, dans vouloir contrarier l'entraîneur pour le contrarier. Bon, à ce moment-là, ça veut dire que le joueur ne peut pas faire partie du groupe et qu'il faut faire différemment. D'accord. Tu disais que vous êtes là pour le même objectif, mais lequel est-il justement là concernant le Gabon? Le Gabon, malheureusement, ils ne sont pas qualifiés à la dernière CAN, donc il faut aller chercher cette qualification pour la CAN 2021 qui doit avoir lieu au Cameroun. On est dans un groupe qui est assez costaud, avec la RD Congo, l'Angola, et ce sera la Gambie ou Djibouti. Donc, comme je le dis, il ne faut pas qu'on soit dans le calcul, c'est à nous d'être bon et d'être performant. L'objectif donc des Panthères, tu nous as dit, ce serait une qualification pour la CAN 2021. Ça, ce serait plutôt à court terme, on dirait. Oui. À moyen terme et à long terme, ce serait quoi? À long terme, c'est la Coupe du Monde 2022. Maintenant, je pense qu'il faut. On a un potentiel d'équipe. Il faut pas non plus. C'est vrai que il faut pas non plus se sous-estimer, pas surestimer, sous-estimer. Déjà, se servir des premiers matchs éliminatoires. Déjà arracher cette qualification qui pourrait nous donner, je dirais, beaucoup de confiance. Et je pense. Redonner un peu aussi, le peuple gabonais boude un petit peu son équipe. Il va falloir qu'on arrive à les ramener galvaniser de nouveau. Tout à fait. Question téléspectateur, Patrice. C'est Bassirou de Bangui en Centrafrique. Sa question est la suivante. Est-ce que la retraite, ça vous parle ou c'est un terme qui ne fait pas partie de ton vocabulaire? Comment dirais-je, ça ne fait pas vraiment partie de mon vocabulaire parce que depuis mon tout jeune âge, j'ai baigné dans le football, qui pour moi reste à mon niveau en tout cas un art de vivre. Un art de vivre, et lorsque tu es baigné en permanence là-dedans et que tu retrouves ton compte, quand tu n'as plus le football, tu te retrouves, même si tu as la famille ou les amis, tu es quand même orphelin. Tu y perds, tu n'as plus les émotions parce que c'est un métier qui véhicule 60 ans de joueur en tant qu'entraîneur, c'est l'émotion, et l'émotion c'est ce qui nous fait, qui nous pousse chaque jour. Maintenant, sans doute qu'à un moment il faudra que j'y pense, mais en tout cas c'est pas dans mes pensées. Tu as posé donc tes valises dans de nombreux pays africains, on l'a dit tout au long de cette interview, au Maroc, Guinée-Conakry, République démocratique du Congo, et j'en passe. Qu'est-ce qui t'attire dans ce continent? Est-ce que c'est le parcours que tu t'es imaginé lorsque tu étais un jeune garçon au Pré-Saint-Évaux? Pas du tout. Pas du tout. C'est les événements de la vie qui ont fait que j'ai cheminé ainsi. Mais c'est aussi les rencontres que j'ai pu faire qui m'ont amené là. Alors qu'est-ce qui t'attire maintenant que tu as cet œil d'expert sur le continent africain?
au quotidien. Ouais, c'est aussi de donner la chance. Moi, je suis né dans une famille de parents qui étaient très aimants, mais nous avions les moyens que nous avions. J'habitais dans un petit patelin. Ah, c'est ça, Pré-Saint-Évroult. Tout à fait, où il y a 200 habitants. Alors, du village, on est passé à la ville et à la grande ville. Et je pense que si j'étais né dans une grande ville, j'aurais fait une toute autre carrière en tant que joueur, peut-être pas en tant qu'entraîneur, parce que j'ai beaucoup appris, et que je me retrouve dans le continuum africain un petit peu, je retrouve ma jeunesse, ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné la chance de basculer sur d'autres clubs, et que d'apporter tout ça de transmettre comment dirais-je, son savoir, et de pouvoir donner la possibilité à des jeunes joueurs, voire à des joueurs plus confirmés, parce qu'en sélection quand même, le sélectionneur doit être très 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 proche de ses joueurs et de leur vie privée, qui reste, comment dirais-je, confidentielle. Donc c'est le partage, c'est la communication, c'est encore de l'humain, parce que c'est ce qui me plaît aussi dans mon métier, quoi. D'accord. Patrice, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Brakissa rencontre Patrice Neveu. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission.